Je me suis réveillé ce matin-là, comme tous les autres, mais avec cette sensation sourde que quelque chose allait de travers, sans que je sache encore quoi. L'aube filtrait à travers les volets mal fermés de la chambre d'amis, ce genre de lumière pâle et bleutée qui rend tout un peu plus froid qu'en réalité. Je suis resté assis au bord du lit un moment, les pieds dans mes vieux chaussons en feutrine, à attendre que mes genoux se rappellent comment on se plie. Dans le couloir, on n'entendait rien. Pas une voix, pas un pas. Juste le petit ronronnement matin du frigo dans la cuisine et, de temps en temps, une voiture qui passait dans la rue, à Villeurbanne là, en bas, près du parc. C'est drôle, on vieillit, on perd des choses, mais on garde le réflexe d'essayer de ne pas déranger. Même dans une maison où l'on vous rappelle tous les jours que vous ne dérangez déjà que trop. Je me suis levé en m'aidant de la table de nuit, j'ai pris une grande inspiration et je me suis traîné jusqu'à la cuisine. Le carrelage était froid sous mes pas, comme à l'époque où je descendais dans la vieille maison à la campagne pour allumer le poêle. Sauf qu'ici, à Lyon, il n'y avait pas de poêle. Juste un radiateur qu'on coupait un peu trop souvent pour économiser sur la facture EDF. J'ai allumé la petite lampe posée dans le coin, celle avec l'abat-jour jaune que Claire avait trouvée dans un vide-grenier et que moi j'avais secrètement toujours trouvée affreuse. Je me suis servi un grand verre d'eau, j'ai mis une casserole sur le feu pour mon bol de lait et j'ai commencé mon petit rituel. Tout était à la même place que d'habitude, sauf l'essentiel. Je me suis tourné vers l'étagère à côté du micro-ondes, là où reposait, depuis des mois, mon pilulier hebdomadaire. Lundi, mardi, mercredi, en lettres noires sur fond blanc. Le genre de choses qui te rappellent gentiment que t'as plus de comprimés que de projets pour la semaine. L'étagère était vide. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé à côté. Sur le plan de travail. Dans le petit panier où on laisse habituellement les clés et les factures. Rien. J'ai ouvert le placard au-dessus. Rien non plus. J'ai tiré le tiroir des couverts. Évidemment, rien. Un petit nœud s'est formé dans ma poitrine. Je ne perds pas mes affaires, on peut dire beaucoup de choses sur moi, mais pas que je suis du genre à semer mes médicaments au hasard comme des miettes de pain dans la forêt. Mon pilulier était toujours au même endroit. C'est le médecin traitant qui m'avait conseillé ça. Comme ça, monsieur Martin, pas de confusion, pas d'oubli. Je n'étais pas confus, je n'avais rien oublié. Le pilulier, lui, avait disparu. J'étais penché devant le placard quand j'ai entendu des pas légers derrière moi, des pas pressés, puis le clic de la machine à café qu'on allume avant même de dire bonjour. «Bonjour Henri», a lâché Claire, ma belle-fille, en passant devant moi sans vraiment me regarder. Elle portait une petite robe de maison grise, un chignon parfait, pas un cheveu qui dépasse. Toujours impeccable, même à 7 heures du matin. Moi, j'étais en pyjama en pilot, le genre de pyjama qui fait immédiatement de toi un meuble de seconde main aux yeux des jeunes. Bonjour, j'ai répondu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai pris mon courage à deux mains. Dis-moi, tu n'aurais pas vu mon pilulier? Il était là, sur l'étagère, et il n'y est plus. Elle a pris sa tasse dans le placard, a glissé une capsule dans la Nespresso, puis, seulement après avoir appuyé sur le bouton, elle m'a accordé une demi-seconde de regard. Ton quoi? Mes médicaments du matin, ai-je répété, la boîte avec les jours de la semaine. Elle a haussé les épaules, l'air vaguement amusé. Tu l'as sûrement rangé ailleurs, Henri. Tu déplaces tout, tout le temps. Ce n'était pas vrai. Justement, je ne touche à presque rien dans cette cuisine. Je pose ma tasse toujours au même endroit, je plie mon torchon sur la même chaise, je lave mon bol aussitôt terminé. Je vis comme un invité qui a peur de tacher le canapé. Non, non, je suis sûr de l'avoir laissé là hier soir, ai-je insisté doucement. L'odeur du café a envahi la pièce, chaude, amère, familière. Pourtant, je sentais le froid sous ma peau. «Tu as regardé dans ta chambre?» a-t-elle demandé en soufflant sur sa tasse. «Peut-être que tu l'as remontée sans faire attention.» «Non», ai-je répondu, «je l'ai laissée ici comme toujours, et j'en ai besoin.» Elle a pris une gorgée de café et a tourné la tête vers la fenêtre. «Regarde dans ta chambre, Henri. Si tu ne trouves pas, on verra plus tard.» On verra plus tard. C'est tout ce que ça valait. Je n'ai rien dit. J'ai laissé la casserole sur le feu, j'ai fait demi-tour et je suis reparti dans le couloir. Les photos accrochées au mur m'ont accompagné jusqu'à la chambre. Marc enfant, Marc ado, Marc à la fac, Marc à son mariage. Puis, plus rien. Avec Claire, avec Noé, avec la belle famille. Je n'y suis nulle part. On m'a coupé du film progressivement, comme une scène secondaire jugée inutile au montage. Dans ma chambre, j'ai cherché, par acquis de conscience. Dans la table de nuit, sur la commode, sur la chaise où je plie mes pantalons. Rien.
Mon cœur a commencé à battre un peu trop vite. Pas encore dangereusement, mais assez pour que chaque pulsation se fasse sentir dans ma poitrine, comme un rappel. Ce n'est pas normal, ai-je murmuré. C'est à ce moment-là que Marc est apparu à la porte, sans frapper, comme toujours. Papa, tu peux faire un peu moins de bruit le matin, on t'entend marcher dans tout l'appart, a-t-il grogné. Je me suis tourné vers lui. Mon fils, mon grand garçon. 40 ans, barbe soignée, t-shirt de start-up, regard fatigué de cadre pressé et de père jamais vraiment disponible. Je ne fais pas de bruit, ai-je répondu calmement. Je cherche mes médicaments, ils ont disparu. Il a soufflé bruyamment, les yeux au ciel. Encore ça. Papa, tu deviens parano là. Tu les as rangés ailleurs, c'est tout. Non, ai-je insisté, un peu plus fort. Je ne range jamais ça ailleurs, tu le sais très bien. Il a pris un ton lassé, celui d'un fils qui s'adresse à un enfant capricieux. Écoute, je n'ai pas le temps ce matin. On doit filer, Claire doit être au bureau tôt et j'ai un call avec Paris. On les cherchera plus tard. Je dois les prendre ce matin, et je répétais, très doucement, mais chaque mot me coûtait. Le cardiologue a été clair. Il a haussé les épaules. Tu peux bien rater un jour, ce n'est pas grave. Arrête de dramatiser tout. Tu te montes la tête, comme hier. Comme hier. L'exaspération dans sa voix m'a ramené d'un coup à la veille au soir, dans le salon, devant la télé, là où tout avait dérapé. Astérisque. Hier soir, Noré était assis par terre, entouré de ses petites voitures et de ses Playmobil. Un film débile passé à la télé, une émission de télé-réalité où des gens se hurlaient dessus pour des histoires de couples et de tromperies. Je la regardais sans la voir. J'ai entendu Claire dans l'entrée. On file à Carrefour, on sera là dans 10 minutes, hein? Tu viens, Noé? A demandé Marc en mettant sa veste. Le petit a levé la tête, inquiet. Je peux venir avec vous? Non, reste avec papy, a tranché Claire. On revient vite. J'ai froncé les sourcils. Vous allez le laisser seul? Il n'est pas seul, il est avec toi, a répondu Marc agacé. Et si je dois descendre les poubelles, si je fais un malaise, s'il se passe quelque chose? Claire a soufflé, ce long soupir satisfait que les gens poussent quand ils se pensent au-dessus de la conversation. Henri, franchement, arrête un peu. On va juste chercher 2-3 trucs. Tu vois le mal partout. J'ai senti la colère monter en moi, cette colère lente des vieux qui ont vu assez de bêtises pour savoir qu'elles recommencent toujours de la même façon. On ne laisse pas un gamin de 6 ans sans adulte responsable, ai-je répondu. Moi, si je tombe, il fait quoi? Il appelle qui? Marc a claqué la porte du placard. Tu exagères toujours tout. On est parti 10 minutes, pas la journée. À notre époque aussi, les parents laissaient les gosses 5 minutes, ça ne faisait pas un drame national. À notre époque, ai-je murmuré, on n'avait pas les mêmes risques ni les mêmes infos, et toi, tu n'as aucun droit de prendre ce genre de décision en me tenant pour un meuble. Il s'est tourné vers moi, yeux brillants. Tu n'es pas le chef ici, papa, ce n'est plus ta maison, c'est la mienne, c'est notre fils, c'est notre vie. Et c'est ma responsabilité, moi aussi, de veiller sur lui, ai-je insisté. Je ne vais pas rester là à fermer les yeux parce que ça t'arrange. Claire a lâché, cinglante. Ton problème, Henri, c'est que tu ne sais pas rester à ta place. Tu veux toujours décider pour tout le monde. Ma place. Ce soir-là, j'ai senti quelque chose se casser un peu plus profondément en moi. Mais j'ai quand même continué. Je ne suis pas un voisin, Marc, et le grand-père de ce petit. Quand je vois quelque chose de dangereux, je le dis, que ça te plaise ou non. Il s'est approché de moi, trop près, l'odeur de son déodorant, les mâchoires serrées, les yeux pleins de reproches. Tu sais quoi? Tu es devenu ingérable. Tu critiques tout, tu dénigres tout. On fait ce qu'on peut avec nos vies. Tu n'es plus en charge de rien ici. Il s'est tourné vers moi, yeux brillants. Tu n'es pas le chef ici, papa. Ce n'est plus ta maison, c'est la mienne, c'est notre fils, c'est notre vie. Et c'est ma responsabilité, moi aussi, de veiller sur lui, ai-je insisté. Je ne vais pas rester là à fermer les yeux parce que ça t'arrange. Claire a lâché, cinglante. Ton problème, Henri, c'est que tu ne sais pas rester à ta place. Tu veux toujours décider pour tout le monde. Ma place. Ce soir-là, j'ai senti quelque chose se casser un peu plus profondément en moi. Mais j'ai quand même continué. Je ne suis pas un voisin, Marc, et le grand-père de ce petit. Quand je vois quelque chose de dangereux, je le dis, que ça te plaise ou non. Il s'est approché de moi, trop près. L'odeur de son déodorant, les mâchoires serrées, les yeux pleins de reproches. Tu sais quoi?
Tu es devenu ingérable, tu critiques tout, tu dénigres tout. On fait ce qu'on peut avec nos vies, tu n'es plus en charge de rien ici. T'es un invité, alors un peu de respect, d'accord? Un invité. Dans l'appartement où j'aidais à payer le crédit au début, dans le foyer où je gardais Noé le mercredi, dans la cuisine où je préparais des petits plats que tout le monde critiquait mais finissait jusqu'à la dernière miette. Un invité, ai-je répété. Voilà ce que je suis pour toi. Il a haussé les épaules. C'est la réalité. Claire a rajouté froide. Et parfois, tu es un invité pénible. On a déjà assez de choses à gérer. On n'a pas besoin d'une source supplémentaire de stress. Noé nous regardait, les yeux grands ouverts, sa petite main serrant sa voiture rouge. J'ai senti ma voix trembler, mais je ne l'ai pas laissé se casser. Un jour, vous regretterez de parler comme ça, ai-je dit. Et ce jour-là, j'espère que vous n'aurez pas à le regretter devant un cercueil. Voilà, a crié Marc, tu nous menaces maintenant. Tu vois, Claire, on ne peut plus rien lui dire. La porte d'entrée a claqué. Ils sont sortis. Le couloir a tremblé légèrement. Noé m'a regardé. Papy, t'es fâché? Je me suis forcé à sourire. Pas contre toi, mon grand, jamais contre toi. Je ne savais pas encore que ce serait la dernière soirée où je me sentirais encore un peu chez moi dans cet appartement. Astérisque. Et voilà qu'on y était. Le matin d'après, avec mon pilulier disparu et mon fils qui me disait que rater un jour, ce n'est pas grave, je me suis accroché au montant de la porte. Ce n'est pas toi qui portes mon cœur dans ta poitrine, Marc, ai-je répondu. Si moi je m'inquiète, ce n'est pas pour le plaisir. Il a soufflé. Papa, tu dramatises tout. Tu verrais quelqu'un oublier de respirer, tu dirais que c'est un complot. On en reparlera ce soir. Et il est reparti vers le salon, comme si la discussion était close. La lumière de la cuisine s'est mise à me brûler les yeux. J'ai eu un léger vertige. Le sol a bougé, ou peut-être mes jambes. J'ai posé une main sur la table, j'ai respiré longuement. Ce n'était pas juste la peur, c'était l'absence de ce foutu comprimé, celui que le cardiologue m'avait prescrit après l'hospitalisation à Lyon-Sud, quand mon cœur avait décidé de faire des claquettes sans prévenir. Je me suis rassis sur le vieux canapé du salon. Le tissu était un peu usé, affaissé au centre, comme moi. À la télé, une chaîne d'infos passait en boucle des débats politiques. J'ai baissé le son. Mon cœur battait plus vite que le chroniqueur ne parlait. Dans ce silence, une phrase a traversé ma tête. Astérisque. Ils l'ont fait exprès. Astérisque. Je l'ai chassé d'abord. Ce sont mes enfants, me suis-je dit. Ils sont ingrats, nerveux, humains, mais pas monstrueux. Ils n'auraient pas. Et puis, j'ai revu le regard de Claire la veille. Ces mots sur le fait que je stresse tout le monde. Le ton de Marc quand il m'a traité d'invité. La façon dont elle venait de me répondre dans la cuisine, avec ce petit sourire en camp. Ce ton faussement innocent. Astérisque. Tu les as sûrement rangés ailleurs, Henri. Astérisque. Non, je n'avais rien rangé du tout. Ils avaient enlevé mon pilulier. Volontairement. Pour me donner une leçon, pour me calmer, pour me remettre à ma place. Le vertige a recommencé à tourner doucement dans mon crâne. Les bords de la pièce se sont un peu floutés. Pas assez pour paniquer, juste assez pour comprendre que le temps jouait contre moi. Je me suis penché en avant, les mains croisées, le souffle court. Et c'est là qu'un vieux nom a surgi dans ma mémoire, comme une carte qu'on croyait perdue au fond d'un tiroir. Le docteur Alvarez, le médecin de famille, celui qui m'avait suivi pendant des années, celui qui avait vacciné Marc quand il était gamin, celui qui l'avait engueulé à 13 ans quand il avait fait semblant d'être malade pour sécher le collège, celui dont mon fils avait toujours eu un peu peur parce qu'il ne supportait ni les mensonges ni l'irrespect. Quand les médecins font peur aux enfants, ce n'est pas à coups de piqûre, c'est avec la vérité. Je n'avais plus consulté Alvarez depuis qu'il avait pris sa semi-retraite et passé son cabinet à une jeune généraliste 2 rues plus loin. Mais j'avais gardé son numéro. Vieille habitude, vieille loyauté. Je me suis levé doucement, j'ai regagné ma chambre en m'accrochant au mur. Dans le tiroir du bas de ma table de nuit, sous les anciens relevés de banque et quelques photos d'Anne, ma femme, j'ai retrouvé mon vieux portable à clapet. Celui que Marc se moquait de voir encore chargé. « Papa, on est en 2025, change d'époque !» J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé, faible mais vivant.
Dans le répertoire, il y avait des noms rayés par le temps, des amis partis, des voisins déménagés, un frère enterré depuis des années. Et au milieu, Docteur Alvarez. Mes doigts ont hésité une seconde, tremblant, puis j'ai appuyé sur « Appeler ». La sonnerie a retenti. Une fois, deux fois, trois. « Allô » a fini par répondre une voix grave, légèrement éraillée. « Oui, Alvarez. » Je ne savais pas pourquoi, mais le simple son de sa voix m'a donné envie de m'asseoir. « Docteur, c'est Henri, Henri Martin. » Un silence, puis un ton qui change. « Henri, ça fait longtemps. Tu n'as pas l'air bien, là. Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis laissé retomber sur le lit. « Je n'ai plus mes médicaments, » ai-je murmuré. « Mon pilulier a disparu. » « Disparu? Comment ça, disparu ?» Sa voix s'était immédiatement tendue. « Je ne les ai pas perdus. Je pense qu'on me les a enlevés. »« Qui ça, on ?» a-t-il demandé, plus sec. J'ai fermé les yeux, honteux et en colère à la fois. « Mon fils, ma belle-fille, après une dispute hier. » Il n'a pas répondu tout de suite, mais son silence n'était pas celui d'un homme qui ne sait pas quoi dire. C'était celui d'un homme qui réfléchit à quelle arme prendre. « Henri, » a-t-il articulé lentement, « tu veux me dire qu'ils t'ont caché des médicaments prescrits par ton cardiologue ?»« Oui. » « Intentionnellement ?» La vérité avait déjà été prononcée dans ma tête. Il ne restait plus qu'à l'admettre à haute voix. « Oui. » Cette fois, il a carrément juré. « Tu es assis ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Tu as mal à la poitrine? Tu respires correctement ?»« J'ai un peu la tête qui tourne, » ai-je répondu, « mais je respire, pour l'instant. » « D'accord, tu ne bouges plus, tu ne te lèves pas, tu ne tentes pas de descendre, tu ne prends pas les escaliers, rien, tu restes assis sur ton lit. »« Ce n'est pas... » Henri, a-t-il coupé, la voix tranchante. Ce qu'ils ont fait, ça s'appelle de la maltraitance, de la négligence grave envers une personne vulnérable. Tu restes où tu es. Je prends la voiture, j'arrive. Tu m'entends ? Je n'ai même pas eu le temps d'objecter. « Mais, docteur, vous n'avez pas... » « J'ai tout à fait a-t-il répondu. « Tu restes assis, j'arrive. » Et il a raccroché. Le petit écran est redevenu bleu, puis noir. J'ai regardé le téléphone un long moment. J'avais l'impression d'avoir déclenché quelque chose qui me dépassait, une avalanche qu'on provoque avec un caillou. Dans le salon, j'ai entendu la chaise de Claire grincer sur le carrelage. La machine à laver tournait, le bruit d'une notification sur un téléphone. La vie continuait, banale, ordinaire, dans un appartement où quelqu'un avait pensé que priver un vieux de ses médicaments était un simple recadrage. Je me suis redressé, j'ai posé le téléphone à côté de la photo de Noé. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti moins seul. Quelqu'un savait, quelqu'un allait venir. Et ce quelqu'un, c'était précisément la seule personne qui, quand Marc était petit, arrivait à lui clouer le bec en 3 mots. Le fameux docteur qui lui faisait plus peur que les punitions. Je me suis surpris à sourire malgré moi. « Tu ne vas pas aimer ça, mon garçon », ai-je murmuré. Et je me suis contenté d'attendre. Astérisque. Je n'ai pas attendu très longtemps. Une quinzaine de minutes plus tard, alors que je m'étais traîné jusqu'au canapé pour ne pas rester enfermé dans ma chambre comme un malade en phase terminale, on a entendu la sonnette. Pas un coup timide, un appui long, continu. Le genre de sonnette qui dit « ce n'est pas le facteur ». Claire a levé la tête de son ordinateur. « Tu attends quelqu'un » a-t-elle lancé à Marc. « Non. » Ils se sont regardés. La sonnette a retenti une deuxième fois, courte cette fois, mais plus pressée. « Je vais ouvrir » a lâché Claire en se levant. Je me suis redressé un peu, curieux, le cœur battant plus vite. Depuis le salon, je ne voyais pas la porte d'entrée, mais j'entendais les voix. « Bonjour » a dit Claire, sur son ton poli automatique, celui qu'elle réserve aux gens qui peuvent la juger. « Oui ?» La voix du docteur, même à travers le couloir, reste reconnaissable. Grave, ferme. « Bonjour, docteur Alvarez. Je viens voir monsieur Henri Martin. » Un silence, une petite bousculade sonore. « Ah, oui, enfin, c'est que... il n'est pas... » « Je sais très bien qu'il est là, madame. » Le ton s'était refroidi de plusieurs degrés. « Écartez-vous, s'il vous plaît. » J'ai entendu des pas un peu lourds dans le couloir, presque déterminés. Et soudain, il était là, dans l'encadrement de la porte du salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelques années. Il avait les cheveux plus gris, les rides plus profondes, mais son regard n'avait pas changé.
Toujours ce mélange de bienveillance et d'autorité, comme un vieux instituteur qui en a vu d'autres. « Henri, a-t-il lancé, tu es assis ?»« Comme tu vois, ai-je répondu. Il est venu directement vers moi, a posé sa mallette sur la table basse sans même regarder Marc ou Claire et a coincé l'on poignet entre ses doigts. Ses yeux se sont plissés légèrement. « Pulse trop rapide, tension sûrement un peu haute, a-t-il marmonné. Tu as raté ta prise de ce matin, et probablement d'hier soir aussi. Oui, ai-je confirmé. Derrière lui, Marc a enfin trouvé sa voix. « Docteur, on ne vous a pas appelé ?» Alvarez s'est tourné vers lui, doucement, comme un chat qui tournerait la tête vers un bruit gênant. « Non, a-t-il répondu, c'est votre père qui m'a appelé, parce que vous, manifestement, ne l'avez pas fait. » Marc a blêmi un peu, il s'est passé une main dans l'écheve. « Je crois qu'il dramatise la situation, a-t-il tenté. »« Ah oui, a fait le docteur, alors expliquez-moi pourquoi son pilulier n'est pas à sa place. » Un silence lourd. Claire a ouvert la bouche, refermé, puis tenté un sourire. « On pense qu'il l'a mis ailleurs, a-t-elle glissé. Il oublie beaucoup de choses ces derniers temps, vous savez. » Alvarez s'est rapproché d'elle d'un pas menaçant, mais très décidé. « Vous savez, madame, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est ce qu'il en est. » Son regard s'est planté dans celui de Marc. « Je repose la question une seule fois, a-t-il dit. Où sont ces médicaments ?» Marc a pris une inspiration. « On ne sait pas. »« C'est faux, a coupé Alvarez, et vous le savez. » La voix du docteur n'a pas besoin de monter pour faire peur. Elle se fait plus basse, plus tranchante. « Papa, dis-lui, a lâché Marc en se tournant vers moi. Tu les as déplacés, non ?» Je l'ai regardé, longuement. « Non, ai-je dit. On me les a enlevés. » Le silence qui a suivi a été plus parlant que n'importe quel cri. Claire a eu un geste de la main, nerveux. « C'était juste pour qu'il se calme, a-t-elle laissé échapper. On voulait qu'il arrête de nous faire des scènes pour tout et n'importe quoi. C'était symbolique. » Symbolique, la voix d'Alvarez a claqué comme une porte. Symbolique, de priver un homme de son traitement cardiaque. Symbolique, d'augmenter le risque de malaise, de chute, d'infarctus. Marc a tenté de reprendre le contrôle. On n'avait pas l'intention de... « L'intention ne change pas le résultat, monsieur, a coupé le docteur. Vous avez pris une décision qui ne vous appartenait pas. Vous avez joué avec la santé de votre père comme on retire un jouet à un enfant capricieux. » Il a pointé du doigt la cuisine. « Où est le pilulier ?» Claire a baissé les yeux. « Dans le placard au-dessus du frigo, a-t-elle murmuré. Alvarez a soupiré, un long souffle incrédule. Il a jeté un regard à Marc. « Allez le chercher, tout de suite !» Marc a hésité, puis il est parti dans la cuisine. On a entendu une chaise racler, le bruit d'un placard qu'on ouvre, le froissement du plastique. Il est revenu avec le pilulier dans la main. Mon pilulier, avec mon nom dessus. Henri Martin, matin, soir. Le docteur le lui a arraché presque. Merci. Il est revenu vers moi, a ouvert le compartiment du vendredi matin, a posé les comprimés dans ma paume. Tu les avales, a-t-il ordonné, mais avec douceur, un par un. Je l'ai fait. Chaque comprimé glissant dans ma gorge avait le goût amer du médicament et le goût encore plus amer de la trahison. Quand j'ai fini, il a remis le pilulier sur la table, bien en vue. Puis il s'est tourné vers mes enfants. « Maintenant, a-t-il dit, on va parler de ce que vous avez fait. » Marc a serré mes poings. « On sait, on a compris, c'était une erreur. » « Non, a tranché Alvarez, vous n'avez pas compris. Sinon vous n'essayeriez pas. Ce que vous avez fait tombe sous le coup de la loi. Maltraitance envers personnes vulnérables, négligence grave. Vous savez ce que ça peut donner, ça ?» Claire a blêmi. « On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas enfermé. » « La violence n'est pas toujours dans les coups, madame, a-t-il répondu. Elle est aussi dans ce qu'on refuse. Refuser des médicaments, c'est une forme de violence. Refuser la sécurité, c'est une forme de violence. » Il a sorti son téléphone. « Je suis tenu de faire un signalement, a-t-il dit. Je vais appeler les services sociaux du département. Ils enverront une assistante sociale. Et on va évaluer la situation. » Marc a levé les mains. « Non, non, attendez, attendez, ce n'est pas nécessaire, docteur, c'est de la famille, on peut régler ça entre nous. » « Justement, a répondu Alvarez, c'est parce que c'est de la famille que je ne peux pas laisser passer ça. Il m'a jeté un coup d'œil. « Tu es d'accord, Henri ?» Je les ai regardés tous les deux, mon fils, ma belle-fille. Deux adultes pris en flagrant délit de petite cruauté enrobés de rationalisation.
Oui, ai-je dit, je suis d'accord. Marc m'a fixé, comme si je venais de lui planter un couteau dans le dos. Papa, tu ne peux pas faire ça, ça va nous retomber dessus, ça va nous ruiner. Je l'ai regardé calmement. Tu as failli me ruiner la santé ce matin. La différence, c'est que moi je suis encore là pour parler. Si j'étais tombé dans les paumes dans la salle de bain, qui aurait appelé le SAMU, hein? Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Alvarez a déjà commencé à composer un numéro. Il va falloir assumer, a-t-il dit. C'est pour ça qu'on devient adulte normalement. Il s'est éloigné dans le couloir pour passer son appel. Je suis resté assis sur le canapé, mon pilulier à portée de main, et pour la première fois de la journée, je n'étais plus pris pour un vieux fou qui exagère. J'étais un patient, un témoin, une victime même, si je voulais employer les grands mots. Et surtout, j'étais enfin aux yeux de quelqu'un qui mérite qu'on l'écoute. Astérisque. L'assistante sociale est arrivée plus vite que je n'aurais cru. En France, on a l'habitude de dire que tout prend des mois, que les dossiers traînent, que personne ne se déplace. Ce jour-là, quelqu'un s'est déplacé. Elle s'appelait Madame Laurent. La cinquantaine, cheveux châtains attachés à la va-vite, sac à bandoulière rempli de papiers et dossiers, et ce regard qu'ont ceux qui ont vu toutes les misères possibles dans des appartements ordinaires. Elle a montré sa carte à Claire, qui l'a regardée comme si on lui présentait une plainte en main propre. « Bonjour », a dit calmement l'assistante sociale, « services sociaux du département. Je viens pour monsieur Henri Martin. » « Ce n'est pas aussi grave qu'on le prétend », a bredouillé Claire. « Ce n'est ce que nous allons voir », a répondu Madame Laurent. « Où est-il, s'il vous plaît ?»« Dans le salon », a grogné Marc. Elle est entrée, a serré la main du docteur, puis la mienne. « Bonjour, monsieur Martin. Est-ce que ça va mieux ?»« Un peu », ai-je répondu. « Merci d'être venu. » Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, prenant le temps d'ouvrir son carnet, de sortir un stylo, de poser ses lunettes sur son nez. « Je vais vous poser quelques questions », a-t-elle dit. « Vous répondez comme vous pouvez. Ici, c'est votre parole qui compte, d'accord ?» J'ai acquiescé. Et je me suis mis à raconter. Pas seulement ce matin-là, pas seulement le pilulier, tout. Les petites humiliations, les remarques, les repas où on ne me laissait pas parler, les sorties où on me laissait seul à garder Noé sans me demander mon avis, les fois où on m'avait dit que je coûtais cher en médicaments, les « tu pourrais au moins aider plus, tu ne travailles pas, toi ». Elle a pris des notes, ne m'a pas interrompu, sauf pour me demander des précisions. Elle a posé des questions sèches, directes. « Vous sentez-vous en sécurité ici ? On a déjà oublié plusieurs fois de vous acheter vos traitements ? Qui prépare vos rendez-vous médicaux ? Qui garde votre carte vitale ? » Et à chaque réponse, je me rendais compte que ce que je considérais comme des concessions pour éviter les histoires ressemblait beaucoup à une mise sous tutelle affective déguisée. Quand j'ai terminé, j'étais épuisé. Vider un sac vieux de 3 ans, ça prend des forces. « Merci, monsieur Martin », a-t-elle dit. « Ce que vous racontez est grave, ce n'est malheureusement pas rare. » Elle a levé les yeux vers moi. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite ?» Cette question-là, personne ne me l'avait posée depuis longtemps. On m'avait demandé ce qui arrangeait les autres, ce qui était plus pratique pour tout le monde. Mais ce que astérisque moi, astérisque je voulais, non. Je suis resté silencieux un moment. Je veux vivre quelque part où on ne m'enlève pas mes médicaments pour me faire taire, ai-je dit enfin, où on ne me parle pas comme à un enfant, où je peux respirer. « Vous seriez prêt à quitter ce domicile ?» a-t-elle demandé. J'ai pensé à Noé, à ses dessins. À ses câlins, à ses « papy, raconte encore ». Mon cœur s'est serré. « Je ne veux pas quitter mon petit-fils », ai-je murmuré, « mais je ne peux plus vivre avec ses parents. » Elle a hoché la tête. « On peut organiser une entrée dans une résidence autonomie », a-t-elle proposé. « Une structure pour personnes âgées valides. Vous auriez votre studio, vos affaires, des aides si besoin. Et vos petits-enfants pourraient venir vous voir, s'ils en ont envie. » Je me suis revu, seul, dans ma maison de campagne, vendue après la mort d'Anne. Le vide, les nuits d'hiver, les bruits dans les tuyaux. À l'époque, l'idée de finir mes jours dans un endroit pour vieux me terrorisait. J'avais dit oui à Marc quand il avait proposé « Viens chez nous, papa, on sera rassurés ». 3 ans plus tard, j'étais plus en danger chez eux que je ne l'avais jamais été dans une maison isolée. « Oui », ai-je répondu, « je crois que c'est ce que je veux. » « D'accord », a-t-elle dit simplement, « alors on va le faire. »
Elle s'est levée, a ouvert la porte. « Je vais maintenant parler avec votre fils et votre belle-fille, mais vous avez déjà fait l'essentiel, vous avez dit la vérité. » Je les regardais s'éloigner dans le couloir, rejoindre Marc et Claire qui attendaient, crispés, comme deux élèves convoqués chez le proviseur. Le docteur est resté près de moi, bras croisés. « Je suis fier de toi, Henri, a-t-il murmuré. Tu as bien fait de m'appeler. » Je n'ai rien répondu. Ma gorge était trop serrée, mais j'ai senti mes yeux se remplir. Ce n'est pas facile, à plus de 70 ans, de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Ce n'est pas facile d'admettre que ses propres enfants sont devenus dangereux. Mais le plus difficile, c'est de décider que sa dignité compte encore. Ensuite, tout s'est enchaîné vite. Trop vite pour Marc, pas assez pour moi. Madame Laurent a discuté longuement avec eux dans le salon. Je n'ai pas entendu tout ce qui se disait, seulement des bribes. Responsabilité pénale, personnes vulnérables, signalement, mesures de protection. Quand je suis passé devant la porte, j'ai vu le visage de Marc décomposé, celui de Claire ravagé de larmes. Ça ne me réjouissait pas. Je ne les ai jamais voulus malheureux. Je voulais juste être vivant et respecté. Quand ils sont ressortis, 1 heure plus tard, ils avaient l'air de 2 personnes qui viennent de comprendre que leurs actes ne s'arrêtent pas à la porte de leur appartement. Elle est revenue me voir. « Monsieur Martin, a-t-elle dit doucement, nous pouvons organiser votre départ très rapidement. Il y a une place qui s'est libérée dans une résidence autonomie à Caluire. Un studio, petite terrasse, pas loin des commerces. » J'ai hoché la tête. « Aujourd'hui » ai-je demandé. « Si vous le souhaitez, oui. » Je me suis levé. Lentement, mais avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Alors, aujourd'hui. Nous sommes retournés dans ma chambre. Elle et le docteur ont commencé à m'aider à faire ma valise. Quelques pantalons, des chemises, mes pulls préférés, les photos d'Anne et d'Uloé, quelques livres, mon vieux poste radio. Pendant que je rangeais, j'entendais des pas dans le couloir. Marc tournait en rond. Il n'osait pas entrer. Finalement, il a frappé doucement. « Papa ?» Je me suis retourné. « Oui ?» Il est apparu dans l'embrasure de la porte. Son regard n'avait plus cette arrogance qui m'avait tant blessé. Il ressemblait à un petit garçon perdu dans le corps d'un homme. « Tu pars ? Vraiment ?» a-t-il murmuré. « Oui. »« Aujourd'hui ? Oui. » Il a avalé sa salive, les yeux brillants. « C'est à cause de nous, a-t-il soufflé. « Non, ai-je répondu. C'est grâce à vous. Vous m'avez enfin montré clairement ce que vous pensez de moi. Ça m'aide à prendre ma décision. » Il a fermé les yeux 1 seconde. « On a déconné, a-t-il reconnu. Grave. Je ne sais pas ce qui nous a pris. On était à bout, on a voulu te faire peur, je crois. Te faire comprendre, je ne sais même pas. Tu as voulu me rappeler qui commandait, ai-je corrigé doucement. Tu voulais que je me taise. Et tu as utilisé ce que j'ai de plus fragile. » Il a baissé la tête. « Je ne te demande pas de nous pardonner, a-t-il repris. Je te demande juste de ne pas partir comme ça. »« Comment veux-tu que je parte alors ?» ai-je demandé. « En m'excusant de ne pas être mort ce matin ?» Madame Laurent s'est éclipsée discrètement, le docteur aussi. Ils nous ont laissés tous les deux. « Papa ?» a répété Marc. « J'ai peur de ne plus te revoir. » « Ce n'est pas parce que je change d'adresse que je disparais, ai-je répondu. La poste fonctionne encore en France, tu sais, et les bus aussi. » Une larme a roulé sur sa joue. Je l'ai regardé. J'ai vu, en accéléré, tous ces âges se superposer. Le bébé dans les bras d'Anne, le gamin qui rentre de l'école, l'ado insolent, le jeune adulte paumé, le père débordé. Et l'homme d'aujourd'hui, qui avait oublié d'être fils. « Ce n'est pas à moi d'aller vers toi maintenant, ai-je dit doucement. C'est à toi de décider quel genre d'homme tu veux être. » Je me suis penché, j'ai fermé ma valise. Les roues ont claqué sur le parquet. Dans le couloir, Noé est apparu, silencieux, tenant son doudou contre lui. « Papy, a-t-il chuchoté, tu vas où ?» Je me suis accroupi avec difficulté. « Dans un autre endroit, mon grand, une maison avec d'autres papis et mamies, mais tu pourras venir me voir. » Ses yeux se sont embués. « Je veux pas que tu partes. » Il a sorti une feuille froissée de derrière son dos. « Je t'ai fait un dessin. » Sur la feuille, 2 bonhommes, un grand et un petit, sous un arbre. Au-dessus, en lettres tordées, il avait écrit « Je t'aime, papy ». J'ai senti ma gorge se serrer pour de bon. « Merci », ai-je soufflé. « Je vais l'accrocher dans ma nouvelle chambre. Comme ça, tu seras toujours avec moi. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Son petit corps tremblait.
Je me suis dit qu'il n'y était pour rien, lui, qu'il grandirait avec cette histoire, qu'un jour, il demanderait « Pourquoi papy n'habite plus ici ?» Et la réponse que ses parents lui donneraient en dirait plus sur eux que n'importe quel dossier des services sociaux. Je me suis relevé tant bien que mal. Marc était resté planté là, les bras ballants. « Tu vas vraiment faire changer le testament ?» a-t-il demandé soudain, comme si cette idée lui venait de frapper le crâne. J'ai esquissé un sourire fatigué. Je n'ai rien dit de tel. Mais l'idée, elle, était déjà là, bien installée. Madame Laurent et le docteur m'ont accompagné jusqu'à la porte. J'ai pris une dernière fois la poignée dans ma main. Cette poignée que j'avais ouverte 1000 fois en rentrant, les bras chargés de courses, de cadeaux, d'histoires à raconter. Derrière moi, j'ai entendu Claire sangloter. « Henri, je suis désolé. » Je me suis tourné vers eux deux. « Je vous pardonne, » ai-je dit. Et c'était vrai, à ma manière. Mais je ne vous fais plus confiance, et ce n'est pas la même chose. Ils ont baissé la tête, comme si la nuance venait de les frapper aussi fort qu'une gifle. Je suis sorti. L'air de dehors m'a semblé plus frais, plus léger. Même le bruit de la circulation, le bus 7 qui passait au coin de la rue, les gens qui traversaient en vitesse au feu rouge, tout ça sentait la liberté. Dans la voiture de l'assistante sociale, j'ai regardé l'immeuble s'éloigner dans le rétro. « Vous êtes sûr de vous ?» a demandé Madame Laurent. « Plus que je ne les étais pour beaucoup de choses, ai-je répondu. Astérisque. La résidence autonomie à Caluire n'avait rien d'un mouarroir, comme on les décrit parfois. Un petit bâtiment clair, des jardinières sur les balcons, quelques vieux assis à l'ombre d'un tilleul qui discutaient de la météo et du prix des abricots. L'odeur d'un déjeuner en train de mijoter flottait dans l'air. On m'a remis les clés d'un studio, une pièce principale, un coin cuisine, une salle de bain adaptée, une petite terrasse avec vue sur un bout de ciel. « Ici, c'est chez vous, monsieur Martin », a dit la directrice avec un sourire. « Vous sortez, vous entrez comme vous voulez. On a des activités, mais rien d'obligatoire. Et vos médicaments, c'est nous qui vérifions que vous les avez bien. » Je me suis assis sur le lit, ma valise ouverte à mes pieds. J'ai posé le dessin de Noé sur la petite étagère. Le téléphone de la table de nuit a sonné. Pas mon vieux portable, non, le combiné fixe du studio. « Allô ?» ai-je répondu. « Henri, c'est Alvarez, juste pour savoir si tu es bien arrivé. » J'ai regardé autour de moi. « Oui, je crois que oui. »« Bien, repose-toi, on fera le point pour ton traitement la semaine prochaine. » Et... Il a hésité. « Tu as fait ce qu'il fallait. »« Ça n'en a pas l'air pour eux, » ai-je murmuré. « Parfois, » a-t-il répondu, « les enfants ont besoin que leurs parents leur rappellent que les limites existent encore, même quand ceux-ci ont des cheveux blancs. » On a raccroché. Le soir, Madame Laurent est passée avec une chemise cartonnée. « Ce sont vos papiers », a-t-elle expliqué. « Carte vitale, attestation de mutuelle, copie de votre bail et vos documents de succession, au cas où vous souhaiteriez revoir certaines choses. » Elle n'a pas appuyé le mot. Elle me l'a simplement posé sur les genoux, comme on pose une possibilité. Quand elle est partie, j'ai ouvert la chemise. Mon vieux testament était là. Une répartition simple, faite à la mort d'Anne. Tout à Marc, avec une mention pour un petit pécule à Noé. Je l'ai relu, lentement. Ce texte ne correspondait plus à la réalité. Ma main a tremblé un peu quand j'ai pris mon stylo, mais pas de faiblesse, d'émotion. J'ai appelé le notaire le lendemain. Un homme poli, habitué à ses décisions tardives. « Vous êtes certain, monsieur Martin ?»« Absolument, ai-je répondu. Nous avons rédigé une nouvelle version. Je n'ai pas déshérité Marc, non. Je ne suis pas un homme de vengeance frontale. Je lui ai laissé ce qui ne me coûtait pas de lui laisser. Quelques meubles, des souvenirs. Le reste, j'ai tout mis au nom de Noé. « Pourquoi votre petit-fils en particulier ?» a demandé le notaire en tapant sur son clavier. Je me souvenais de ses bras autour de mon cou, de ses dessins, de ses « Je t'aime, papy » glissés sur la table. Parce qu'ai-je dit, c'est le seul dans cette maison qui n'a jamais oublié que j'étais une personne. Quand j'ai signé, j'ai senti une paix étrange descendre sur moi. Pas la joie, pas la revanche, une certitude calme. Je ne pouvais pas changer mes enfants, mais je pouvais choisir ce que je leur laisserais et ce que je ne leur laisserais pas. Le soir, dans le silence de mon petit studio, j'ai ouvert la fenêtre. On entendait au loin une radio dans une autre chambre, quelques rires dans le couloir, une infirmière qui échangeait des banalités avec un résident. Je me suis assis à ma table, avec un bol de soupe et un morceau de baguette. Mon pilulier était devant moi, à portée de main. Personne ne le cacherait plus jamais pour me donner une leçon.
J'ai regardé le dessin de Noé sur l'étagère. Tu sais, mon grand, ai-je murmuré, comme s'il pouvait m'entendre, un jour, tu comprendras pourquoi je suis parti. Et j'espère qu'à ce moment-là, tu te souviendras d'une chose. On ne joue pas avec la santé des gens. On ne les fait pas taire en touchant à leur vie. Je n'avais plus beaucoup de force pour refaire le monde, mais j'en avais encore assez pour dire non. Assez pour partir, assez pour protéger ce qu'il me restait de dignité. On me traite souvent comme un vieux meuble, comme quelque chose qu'on déplace pour gagner de la place dans le salon. Mais ce matin-là, ils ont oublié une chose importante. Les meubles ne peuvent pas se lever et partir. Les pères, si. Et parfois, c'est seulement au moment où ils franchissent la porte qu'on réalise tout le poids qu'ils portaient, en silence depuis toutes ces années.